Dès le début de la journée, une tension diffuse s'installe progressivement au sein de l'Institut Auguste Armand, imprégnant aussi bien les cuisines que les salles de cours. Rose Latour évolue dans cet environnement familier avec une détermination nouvelle, consciente que son statut ne lui accorde plus aucun privilège. Désormais, chaque regard posé sur elle semble chargé d'attente, voire de doute, et cette pression silencieuse agit comme un moteur autant qu'un poids difficile à porter. Elle ne cherche plus seulement à exister dans cet univers, mais à y prouver sa valeur, quitte à s'exposer à des situations qu'elle ne maîtrise pas encore totalement. Face à elle, Emmanuel Tessier incarne une exigence inflexible qui ne laisse aucune place à l'approximation. Lorsqu'il réagit à l'initiative de Rose, son ironie ne relève pas d'une simple provocation mais d'une mise en garde claire. Il perçoit chez elle une précipitation dangereuse, une volonté de brûler les étapes sans avoir acquis les bases solides qui caractérisent les élèves formés depuis plusieurs années. Dans son regard, Rose ne peut prétendre rivaliser avec ceux qui ont appris à travailler sous pression réelle, en brigade, au contact constant de l'exigence et de la rigueur. Cette confrontation, loin d'être frontale, s'inscrit dans un rapport de force plus subtil, où chaque mot de Tessier agit comme un rappel à l'ordre et une remise en question profonde. Rose, de son côté, absorbe ces critiques sans les contester ouvertement, mais elles nourrissent en elle une détermination encore plus forte. Elle refuse de se laisser enfermer dans une image héritée de son nom et de son passé. Son objectif devient alors clair, prouver, par l'expérience et par l'effort, qu'elle peut atteindre le même niveau que les autres, voire le dépasser. Cette volonté de reconnaissance la pousse à accepter des défis de plus en plus risqués, dans une quête presque obsessionnelle de légitimité. Dans le même temps, les élèves poursuivent leur révision, chacun avec ses propres méthodes et ses propres difficultés. Fleur choisit de s'organiser de manière rigoureuse en travaillant aux côtés de Lionel, trouvant auprès de lui un cadre structurant qui lui permet de progresser efficacement. Leur collaboration repose sur une dynamique d'entraide sincère, où l'expérience de Lionel compense les incertitudes de Fleur. Cette relation stable contraste avec l'agitation qui caractérise d'autres étudiants. Joe et Lou, en particulier, peinent à maintenir leur concentration. Leur présence en cuisine ne suffit pas à canaliser leur attention, et leurs efforts sont constamment parasités par des distractions qui les empêchent d'avancer. Ce manque de discipline ne traduit pas une absence de motivation, mais plutôt une difficulté à s'imposer une méthode de travail adaptée à la pression des examens. Conscients de leurs limites, ils finissent par envisager une solution différente, en décidant de s'entourer d'autres élèves afin de créer un cadre plus propice à la concentration. Alors que ces dynamiques étudiantes se mettent en place, une initiative plus radicale émerge du côté de Marc Leroy. Fidèle à son approche non conventionnelle, il propose à Rose un entraînement basé sur des conditions extrêmes, en utilisant une tente hypoxique capable de reproduire un environnement en altitude. Ce dispositif, en réduisant artificiellement l'apport en oxygène, oblige l'organisme à s'adapter rapidement, créant ainsi une situation de stress intense comparable à celle que peuvent rencontrer certains chefs dans des contextes extrêmes. Pour Marc, cette expérience représente une opportunité unique de pousser Rose au-delà de ses limites habituelles et de révéler ses véritables capacités. Il ne s'agit pas simplement de la mettre en difficulté, mais de la confronter à une réalité brute, où chaque geste devient plus complexe, chaque décision plus lourde de conséquences. Rose accepte cette proposition sans hésitation, convaincue que ce type d'épreuve constitue une étape nécessaire pour atteindre le niveau qu'elle vise. Colin, attirée par ce défi, décide également de participer à l'expérience. Habituée à se surpasser, elle voit dans cette situation une occasion de tester sa résistance et d'évaluer ses propres capacités dans un contexte inhabituel. Toutefois, dès les premières phases de préparation, son corps réagit de manière inattendue. La diminution d'oxygène provoque chez elle un malaise progressif, qui se transforme rapidement en une perte d'équilibre inquiétante. Marc intervient immédiatement pour la sortir de la tente et lui permettre de récupérer à l'air libre, évitant ainsi une perte de connaissance imminente. Cet incident met en évidence les risques réels liés à l'utilisation de la tente hypoxique, transformant ce qui devait être un simple exercice en une expérience potentiellement dangereuse. Malgré cela, Rose ne renonce pas, interprétant cet événement non pas comme un avertissement, mais comme une preuve supplémentaire de la difficulté du défi qu'elle s'est fixé. Parallèlement, une autre tension se développe entre Thelma et Alice, liée au questionnaire anonyme qui circule parmi les élèves. Thelma, de plus en plus affectée par la peur d'être découverte, finit par se confronter à Alice lorsque celle-ci l'interroge directement. Acculée, elle reconnaît être à l'origine des réponses, assumant ainsi la sincérité de ses critiques. Cette révélation, loin de provoquer un conflit ouvert,
permet à Alice de mieux comprendre les attentes de ses élèves, même si elle regrette le manque d'honnêteté générale au sein du groupe. Dans l'ombre de ces échanges, Ferdinand observe la situation avec attention et choisit d'agir en signalant l'existence de la tente hypoxique à Tessier. Cette dénonciation déclenche une réaction immédiate de la direction, qui considère cette méthode comme dangereuse et inacceptable dans le cadre pédagogique de l'Institut. Tessier exige alors le démontage immédiat de l'installation et précise que toute utilisation de cet équipement pourrait entraîner des sanctions sévères, allant jusqu'à l'exclusion. Face à cette décision, Marc se retrouve dans une position délicate. Soucieux de protéger Rose, il affirme que personne n'a utilisé la tente, dissimulant ainsi la réalité de la situation. Ce mensonge, bien qu'animé par une intention protectrice, crée une tension supplémentaire, car il expose Marc à des conséquences importantes si la vérité venait à être révélée. Lorsque Marc et Colline retournent à l'atelier, l'atmosphère qui les accueille est profondément différente de celle qu'ils avaient laissée. Le silence qui règne dans la pièce semble anormal, presque oppressant, et une sensation d'inquiétude s'installe progressivement. En s'approchant de la tente, Marc découvre Rose étendue au sol, inconsciente, son corps immobile témoignant d'un état critique. L'observation rapide de l'installation révèle un élément déterminant. Le tuyau de la tente est percé, ce qui indique une altération volontaire du dispositif. Cette découverte transforme immédiatement la situation, faisant basculer l'incident dans une dimension beaucoup plus grave. Marc, submergé par la panique, comprend que ce qui s'est produit dépasse largement le cadre d'un simple accident ou d'une mauvaise évaluation des risques. Alors qu'il tente de réagir et de porter secours à Rose, une question s'impose avec une intensité croissante, révélant l'ampleur du danger et des enjeux à venir. Quelqu'un a délibérément saboté la tente, et les conséquences de cet acte pourraient être bien plus lourdes que prévu. Dans les secondes qui suivent la découverte de Rose au sol, le temps semble se dilater, comme si chaque geste devenait plus lourd, plus difficile à coordonner. Marc Leroy, pourtant habitué aux situations de crise en cuisine où la pression peut être extrême, se retrouve confronté à une réalité qui dépasse largement le cadre professionnel. Ce qu'il voit devant lui n'est pas une élève en difficulté ni une collègue en surcharge de travail, mais une femme inconsciente dont l'état peut basculer à tout moment. Cette prise de conscience brutale déclenche en lui un mélange de panique et de lucidité, deux forces contradictoires qui l'obligent à agir rapidement tout en l'empêchant de garder un contrôle total sur ses émotions. Colline, encore affaiblie par le malaise qu'elle a elle-même ressenti quelques minutes plus tôt, comprend immédiatement la gravité de la situation. Son regard oscille entre Rose et la tante, comme si elle cherchait à reconstruire mentalement le fil des événements. Le souvenir de son propre vertige, de cette sensation d'étouffement progressive, revient avec une intensité troublante, renforçant l'idée que ce qui arrive à Rose n'est pas une simple conséquence de l'exercice, mais le résultat d'un facteur aggravant. La présence du tuyau percé devient alors une évidence inquiétante, un élément qui transforme une expérience risquée en un acte potentiellement criminel. Marc s'agenouille près de Rose et tente de vérifier ses réactions, cherchant des signes vitaux, une respiration, un mouvement, n'importe quel indice qui pourrait le rassurer. Son esprit, malgré l'urgence, analyse rapidement la situation. Dans un environnement hypoxique, une altération du système peut provoquer une chute brutale du taux d'oxygène, entraînant une perte de connaissance rapide et dangereuse. La perforation du tuyau n'est donc pas anodine, elle modifie totalement les conditions initiales et rend l'expérience incontrôlable. Dans le même temps, une tension silencieuse commence à se propager dans l'atelier. L'absence de bruit, le contraste avec l'agitation habituelle des cuisines, donne à la scène une dimension presque irréelle. Chaque seconde qui passe semble amplifier la gravité de la situation, comme si le lieu lui-même retenait son souffle en attendant une issue. Marc finit par ordonner à Colline d'aller chercher de l'aide, sa voix trahissant une urgence qu'il ne parvient plus à dissimuler. Ce moment marque un basculement, la situation ne peut plus être contenue, elle doit être exposée au regard des autres avec toutes les conséquences que cela implique. Le mensonge qu'il a prononcé face à Tessier quelques instants plus tôt devient alors une menace latente, prête à ressurgir à tout moment. Pendant que Colline se précipite hors de l'atelier, Marc continue de tenter de stabiliser Rose, luttant contre un sentiment de culpabilité qui s'impose progressivement. Il repense à sa décision, à cette idée de la pousser dans ses retranchements pour lui permettre de progresser, et il réalise que cette initiative, qu'il pensait maîtriser, a ouvert la porte à un danger qu'il n'avait pas anticipé. La frontière entre pédagogie et mise en danger apparaît soudainement beaucoup plus fragile qu'il ne l'avait imaginé. À l'extérieur, Colline alerte les premiers élèves qu'elle croise, et très vite, une agitation inhabituelle commence à se former dans les couloirs. Les informations circulent de manière fragmentée, déformée,
chacun essayant de comprendre ce qui s'est réellement passé. Certains évoquent un malaise, d'autres parlent d'un accident, mais personne ne semble encore mesurer l'ampleur de la situation. Lorsque les secours sont finalement appelés, l'atmosphère de l'institut bascule dans une inquiétude palpable. Les regards se croisent, les conversations se font plus discrètes, et une question commence à émerger dans les esprits. Comment une simple séance d'entraînement a-t-elle pu dégénérer à ce point? Dans cette confusion, le nom de Ferdinand commence à circuler, d'abord de manière indirecte, presque hésitante. Ceux qui savent qu'il a dénoncé l'attente à Tessier ne peuvent s'empêcher de faire le lien, même si aucune preuve ne vient encore étayer cette hypothèse. Son geste, initialement perçu comme une simple dénonciation, prend une dimension nouvelle, plus ambiguë, laissant planer le doute sur ses intentions réelles. Parallèlement, Tessier est informé de l'incident, et sa réaction ne se fait pas attendre. Pour lui, la situation dépasse immédiatement le cadre pédagogique et touche à la responsabilité directe de l'institut. Lorsqu'il arrive sur les lieux, son regard se pose d'abord sur la tante, puis sur Rose, avant de s'arrêter sur Marc. Sans élever la voix, il comprend que les règles ont été transgressées, et que les conséquences pourraient être lourdes. Dans son esprit, les éléments s'assemblent rapidement, une installation non validée, une utilisation dissimulée, un accident grave. Chaque détail renforce l'idée d'une faute professionnelle, voire d'une négligence inacceptable. Pourtant, la présence du tuyau percé introduit une variable imprévue, une faille dans le raisonnement qui empêche toute conclusion immédiate. Marc, conscient de la gravité de la situation, tente de s'expliquer, mais ses paroles peinent à masquer le trouble qui l'habite. Il sait que son mensonge initial risque d'aggraver sa position, mais il ne peut ignorer l'évidence, quelque chose ou quelqu'un est intervenu sur l'attente. Dans les minutes qui suivent, l'institut devient le théâtre d'une tension généralisée. Les élèves, rassemblés en petits groupes, échangent des hypothèses, des craintes, des suppositions. Certains évoquent une erreur technique, d'autres parlent d'un acte volontaire. Cette incertitude alimente une atmosphère de suspicion, où chacun commence à observer les autres avec un regard différent. Fleur, en particulier, est profondément marquée par ce qu'elle apprend. Son travail avec Lionel, qui lui semblait jusqu'alors structurant et rassurant, prend soudain une dimension secondaire face à la gravité de l'événement. Elle réalise que l'équilibre fragile dans lequel évoluent les élèves peut être brisé à tout moment, et que les enjeux dépassent largement les simples examens. Lionel, de son côté, tente de garder une certaine rationalité, mais il ne peut ignorer l'impact émotionnel de la situation. Il connaît les risques liés à la pression, mais ce qui vient de se produire dépasse tout ce qu'il a pu expérimenter jusque-là. Son regard se durcit légèrement, comme s'il cherchait déjà à identifier les responsabilités, à comprendre ce qui a pu conduire à un tel dérapage. Dans un autre coin de l'institut, Alice et Thelma prennent conscience de l'incident avec un mélange de stupeur et d'inquiétude. Leur échange précédent, centré sur la sincérité et la communication, semble désormais dérisoire face à l'urgence de la situation. Thelma, encore fragilisée par sa confession, ressent une montée d'angoisse supplémentaire, comme si cet événement venait confirmer que tout peut basculer sans prévenir. Au fil des minutes, une évidence s'impose progressivement. Ce qui est arrivé à Rose ne peut pas être réduit à un simple accident. La présence du tuyau percé introduit une dimension volontaire qui transforme l'ensemble de l'événement en une affaire beaucoup plus complexe. Cette idée, encore floue, commence à s'ancrer dans les esprits, préparant le terrain à une enquête implicite au sein même de l'institut. Tessier, fidèle à son caractère, ne laisse rien transparaître de ses émotions, mais son silence est lourd de sens. Il observe, analyse, retient chaque détail, conscient que la vérité ne se révélera pas immédiatement. Pour lui, la priorité reste la sécurité de Rose, mais déjà, une autre préoccupation émerge, identifier la faille qui a permis un tel incident. Alors que Rose est finalement prise en charge, laissant derrière elle une atmosphère chargée de tension et d'incertitude, l'Institut Auguste Armand entre dans une phase nouvelle, où chaque geste, chaque décision, chaque relation pourrait être remis en question. Et dans ce climat où la confiance commence à se fissurer, une interrogation persiste, plus forte que toutes les autres, prête à guider les événements à venir. Qui a réellement intérêt à saboter Rose, et jusqu'où cette personne est-elle prête à aller? Alors que Rose est prise en charge en urgence, l'agitation qui envahit progressivement l'Institut ne relève plus seulement de l'inquiétude immédiate, mais d'un trouble plus profond, presque insidieux, qui commence à affecter l'ensemble des élèves et du personnel. L'événement ne se limite pas à un accident isolé, il agit comme un révélateur des tensions déjà présentes, mettant en lumière les failles d'un système où la pression, la compétition et les ambitions personnelles s'entremêlent sans cesse.
Dans les couloirs, les discussions se multiplient, mais elles restent fragmentées, hésitantes, comme si chacun cherchait encore les mots justes pour décrire ce qui vient de se produire. Les regards deviennent plus méfiants, les silences plus lourds, et une forme de distance s'installe entre des élèves qui, quelques heures auparavant, partageaient encore des moments de complicité. L'idée qu'un acte volontaire ait pu provoquer la chute de Rose introduit un climat de suspicion inédit, où chaque détail peut être interprété, chaque comportement analysé. Au centre de cette tension, Ferdinand apparaît comme une figure ambiguë. Son rôle dans la dénonciation de la tante hypoxique est désormais connu, et même s'il n'existe aucune preuve directe liant son geste au sabotage, le doute s'insinue dans les esprits. Certains voient en lui un simple élève soucieux du respect des règles, tandis que d'autres commencent à s'interroger sur ses motivations réelles. Cette dualité nourrit un malaise diffus, car elle empêche toute certitude et laisse la place à des hypothèses contradictoires. Ferdinand, de son côté, tente de maintenir une posture neutre, presque détachée, mais cette apparente maîtrise ne fait qu'accentuer les interrogations. Il se retrouve malgré lui au cœur d'une dynamique qu'il ne contrôle plus entièrement, pris entre son geste initial et les conséquences imprévues qui en découlent. Cette situation le place dans une position délicate, où chaque parole pourrait être interprétée comme une tentative de justification ou, au contraire, comme un aveu implicite. Dans un autre registre, Marc Leroy est confronté à une remise en question plus personnelle. L'image qu'il avait de lui-même, celle d'un formateur capable de repousser les limites sans jamais franchir la ligne du danger, se fissure brutalement. Il repense à chaque étape de son raisonnement, à chaque décision qui l'a conduit à proposer cette expérience, et il réalise que son approche, aussi innovante soit-elle, comporte des zones d'ombre qu'il n'avait pas anticipées. Ce processus introspectif ne se fait pas sans douleur. Marc comprend que sa volonté d'aider Rose à progresser s'est transformée en une prise de risque excessive, amplifiée par son désir de prouver que ses méthodes pouvaient rivaliser avec celles de Tessier. Derrière l'incident, il perçoit désormais une forme de rivalité implicite, une confrontation de visions pédagogiques qui a contribué à créer les conditions du drame. Tessier, quant à lui, adopte une attitude plus distante en apparence, mais son esprit est en pleine activité. Chaque élément de la situation est analysé avec précision, chaque incohérence relevée avec une attention particulière. Il ne se contente pas d'évaluer les responsabilités immédiates, il cherche à comprendre les mécanismes qui ont permis à une telle situation de se produire. Pour lui, l'enjeu dépasse la simple gestion de crise, il s'agit de préserver l'intégrité de l'Institut et d'éviter que ce type d'incident ne se reproduise. Dans cette perspective, la question du sabotage devient centrale. La présence du tuyau percé ne peut être ignorée, et elle oriente inévitablement la réflexion vers l'hypothèse d'un acte volontaire. Cette idée, bien que difficile à accepter, s'impose progressivement comme une possibilité crédible, obligeant chacun à envisager des scénarios qui remettent en cause la confiance collective. Pendant ce temps, les élèves tentent de reprendre leurs activités, mais l'événement a laissé une empreinte durable sur leur état d'esprit. Fleur, qui s'efforçait de maintenir une discipline rigoureuse dans ses révisions, ressent désormais une forme d'instabilité qui perturbe sa concentration. Elle comprend que l'équilibre sur lequel repose leur formation est plus fragile qu'elle ne le pensait, et que les enjeux humains peuvent à tout moment prendre le dessus sur les objectifs académiques. Lionel, fidèle à son tempérament pragmatique, essaie de canaliser cette inquiétude en se concentrant sur les faits. Il observe, écoute, analyse les réactions autour de lui, cherchant à démêler le vrai du supposé. Toutefois, même lui ne peut ignorer l'impact émotionnel de la situation, qui se traduit par une tension perceptible dans ses interactions avec les autres. Joe et Lou, de leur côté, voient leurs difficultés de concentration amplifiées par le climat ambiant. Leur tentative de travailler en groupe, initialement pensée comme une solution, se heurte à une réalité nouvelle où l'attention de chacun est accaparée par les événements récents. Leur dispersion, déjà problématique, devient encore plus marquée, révélant à quel point leur équilibre dépend d'un environnement stable. Parallèlement, Thelma se retrouve confrontée à une angoisse supplémentaire. Sa confession récente, qui lui avait permis de soulager une partie de la pression qu'elle ressentait, semble désormais insignifiante face à la gravité de l'incident. Pourtant, cette fragilité émotionnelle la rend particulièrement sensible aux tensions qui traversent l'Institut, renforçant son sentiment d'insécurité. Alice, quant à elle, tente de maintenir une posture de stabilité auprès des élèves, mais elle perçoit clairement l'impact de la situation sur leur état d'esprit. Elle comprend que la confiance, déjà fragile, risque d'être durablement affectée si des réponses claires ne sont pas apportées rapidement. Au fil des heures, une dynamique d'observation mutuelle s'installe. Les élèves, sans se l'avouer ouvertement, commencent à surveiller les comportements,
à interpréter les réactions, à chercher des indices dans les attitudes de chacun. Cette vigilance collective, bien qu'informelle, transforme l'Institut en un espace où chaque détail peut prendre une signification particulière. Dans ce contexte, la figure de Rose, absente mais omniprésente dans les esprits, devient le point central de toutes les préoccupations. Son état de santé, encore incertain, maintient une tension constante, tandis que les circonstances de son accident continuent de susciter des interrogations. Mark, de plus en plus conscient des implications de la situation, se prépare à affronter les conséquences de ses choix. Il sait que son mensonge initial ne pourra pas rester dissimulé indéfiniment, et que la vérité, lorsqu'elle émergera, pourrait remettre en cause sa position au sein de l'Institut. Tessier, de son côté, semble déjà anticiper cette évolution. Sans précipiter les choses, il laisse le temps faire son œuvre, convaincu que les incohérences finiront par apparaître d'elles-mêmes. Son approche, basée sur l'observation et l'analyse, vise à laisser émerger la vérité sans intervention directe, afin de mieux en comprendre les ressorts. Peu à peu, une certitude s'impose. L'incident de la tente hypoxique ne constitue pas un événement isolé, mais le point de départ d'une série de révélations qui pourraient profondément bouleverser l'équilibre de l'Institut. Et dans cette attente silencieuse, où chacun retient son souffle, une question continue de hanter les esprits, prête à ressurgir à chaque instant. Si quelqu'un a saboté la tente, ce geste n'était-il qu'un avertissement, ou le début d'une stratégie bien plus dangereuse? À mesure que les heures passent, l'Institut Auguste Armand semble retrouver une apparence de normalité, mais cette impression n'est qu'une façade fragile dissimulant une tension toujours présente. Les activités reprennent, les cuisines s'animent à nouveau, les consignes circulent comme à l'accoutumée, mais rien n'est réellement comme avant. Derrière chaque geste, chaque échange, persiste une inquiétude latente, comme une fissure invisible qui menace de s'élargir à tout moment. L'absence de Rose pèse particulièrement sur l'équilibre général. Sa chute brutale a laissé un vide, mais surtout une série de questions sans réponse qui empêchent toute véritable reprise. Les élèves continuent de s'entraîner, de réviser, de cuisiner, mais leurs pensées reviennent sans cesse à ce moment précis où tout a basculé. Cette incapacité à se détacher de l'événement traduit une prise de conscience collective. Leur environnement, qu'ils pensaient maîtriser, peut devenir dangereux en un instant. Marc Leroy, quant à lui, traverse une période de tension intérieure particulièrement intense. Chaque minute qui passe renforce le poids de ses responsabilités. Il sait désormais que ses choix ont contribué à créer les conditions de l'incident, même si le sabotage introduit une dimension qu'il n'avait pas anticipée. Cette dualité entre culpabilité et incompréhension le place dans une position instable, où il oscille entre la nécessité de se défendre et celle de reconnaître ses erreurs. Dans ses interactions avec les autres, Marc adopte une attitude plus réservée, presque prudente. Il mesure ses paroles, évite les confrontations directes, comme s'il cherchait à gagner du temps, à attendre que la situation se clarifie d'elle-même. Pourtant, au fond de lui, il sait que cette stratégie ne pourra pas durer indéfiniment. Le moment où il devra affronter Tessier et révéler toute la vérité approche inexorablement. De son côté, Tessier poursuit son analyse avec une rigueur méthodique. Il ne se contente pas des apparences ni des explications partielles. Chaque élément est examiné, chaque témoignage évalué, chaque incohérence mise en lumière. Sa posture, en apparence distante, cache en réalité une volonté ferme de comprendre ce qui s'est réellement passé. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'identifier un responsable, mais de préserver l'autorité et la crédibilité de l'Institut. Dans cette démarche, il s'intéresse particulièrement à la chronologie des événements. Le moment précis où la tente a été utilisée, celui où le tuyau a été endommagé, les personnes présentes à proximité, tout devient potentiellement significatif. Cette reconstruction minutieuse du déroulement des faits constitue un point de départ essentiel pour démêler les responsabilités. Parallèlement, la suspicion continue de circuler parmi les élèves, prenant parfois des formes plus explicites. Ferdinand, malgré ses efforts pour rester en retrait, se retrouve régulièrement au centre des discussions. Son rôle dans la dénonciation de la tente alimente les interrogations, et certains commencent à envisager l'hypothèse qu'il ait pu aller plus loin. Cette idée, bien que non confirmée, s'installe progressivement dans les esprits, renforçant le climat de méfiance. Ferdinand, conscient de cette perception, tente de maintenir une attitude cohérente, mais chaque regard posé sur lui semble désormais chargé d'une attente implicite. Il se retrouve dans une position où il doit à la fois se justifier et se défendre sans disposer des éléments nécessaires pour le faire de manière convaincante. Cette pression silencieuse agit sur lui comme une contrainte supplémentaire, rendant chacune de ses réactions plus lourde de conséquences.
Dans un autre registre, les élèves comme Fleur, Lionel, Joe et Lou continuent d'évoluer dans ce climat incertain, chacun réagissant à sa manière. Fleur s'efforce de maintenir sa discipline, mais elle ressent une fragilité nouvelle dans sa concentration. Lionel, tout en cherchant à garder une approche rationnelle, ne peut ignorer l'impact émotionnel de la situation sur l'ensemble du groupe. Joe et Lou, déjà en difficulté, voient leurs efforts encore plus perturbés par cette atmosphère tendue, révélant à quel point leur équilibre dépend de facteurs extérieurs. Thelma, quant à elle, se replie davantage sur elle-même. La confession qu'elle a faite à Alice, qui lui avait permis de se libérer partiellement, semble désormais insignifiante face à l'ampleur des événements. Pourtant, cette expérience récente lui donne une sensibilité particulière aux dynamiques de groupe, lui permettant de percevoir plus finement les tensions et les non-dits qui traversent l'institut. Alice, en tant qu'enseignante, tente de maintenir un cadre stable pour ses élèves, mais elle comprend que la situation nécessite plus qu'un simple retour à la routine. Elle observe les comportements, les interactions, cherchant à identifier les signes d'un déséquilibre plus profond. Pour elle, l'enjeu ne se limite pas à la gestion de l'incident, mais concerne la reconstruction d'un climat de confiance au sein du groupe. À mesure que les éléments s'accumulent, une hypothèse commence à prendre forme de manière plus concrète. Le sabotage n'est peut-être pas un acte isolé, mais le résultat d'une intention précise, d'un objectif ciblé. Cette idée, encore difficile à accepter, oblige chacun à envisager la possibilité que quelqu'un au sein même de l'Institut ait voulu nuire à Rose. Cette perspective modifie profondément la perception des relations entre les personnages. Les rivalités, les frustrations, les ambitions prennent une dimension nouvelle, car elles peuvent désormais être interprétées comme des motivations potentielles. Chaque interaction passée est réévaluée à la lumière de cet événement, créant un réseau complexe de suppositions et de soupçons. Marc, de plus en plus acculé par la situation, commence à envisager la nécessité de dire la vérité à Tessier. Il comprend que son mensonge initial, destiné à protéger Rose, pourrait finalement aggraver les choses en retardant la découverte de la réalité. Cette prise de conscience marque un tournant dans son attitude, le rapprochant d'une décision difficile mais inévitable. Tessier, de son côté, semble déjà pressentir cette évolution. Sans forcer les choses, il laisse la pression agir, convaincu que les responsabilités finiront par émerger d'elles-mêmes. Son silence devient alors une stratégie, un moyen de pousser les concernés à se révéler sans intervention directe. Dans ce contexte de tension croissante, l'état de Rose reste un élément central. Les informations qui circulent à son sujet sont encore limitées, mais chaque nouvelle donnée est scrutée avec attention, comme si elle pouvait apporter une clé de compréhension supplémentaire. Son réveil éventuel, ses souvenirs, ses sensations pourraient en effet jouer un rôle déterminant dans l'identification de ce qui s'est réellement passé. Peu à peu, tous les regards se tournent vers ce moment à venir, comme vers une vérité suspendue qui ne demande qu'à être révélée. Car au-delà des hypothèses, des analyses et des soupçons, une seule chose pourra réellement éclaircir la situation, la parole de Rose elle-même. Et dans cette attente chargée d'incertitude, une idée commence à s'imposer avec une force grandissante. Si Rose se réveille, ce qu'elle dira pourrait non seulement révéler la vérité, mais aussi bouleverser définitivement l'équilibre de l'Institut. L'attente devient presque insupportable à mesure que le temps s'étire, suspendu entre incertitude et espoir. À l'Institut Auguste Armand, chacun poursuit ses activités avec une rigueur apparente, mais l'attention reste constamment tournée vers l'état de Rose. L'événement a laissé une empreinte profonde, transformant la dynamique collective en un équilibre fragile où chaque geste semble chargé d'une signification nouvelle. Lorsque les premières informations concernant son état commencent à circuler, elles sont accueillies avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Rose a été stabilisée, mais son état reste suffisamment préoccupant pour maintenir une tension constante. Cette situation prolonge l'attente, laissant les élèves et les enseignants dans une position d'observation, incapables d'agir mais contraints de réfléchir aux implications de ce qui s'est produit. Marc Leroy, plus que quiconque, ressent le poids de cette attente. Chaque instant qui passe renforce en lui la conviction qu'il ne pourra pas éviter la confrontation avec Tessier. L'image de Rose inconsciente, étendue au sol, revient sans cesse dans son esprit, comme un rappel brutal de ses responsabilités. Il comprend désormais que son rôle ne se limite pas à celui d'un formateur, mais qu'il implique également une vigilance constante face aux risques qu'il impose aux autres. Cette prise de conscience le conduit progressivement vers une décision qu'il ne peut plus repousser. Il sait que le silence ne protège plus personne, et que son mensonge initial, même motivé par une intention protectrice, ne fait qu'alimenter l'incertitude. En choisissant de révéler la vérité,
il accepte d'assumer les conséquences de ses actes, mais aussi de contribuer à la recherche d'une explication plus juste de l'incident. Face à Tessier, l'échange ne prend pas la forme d'une confrontation spectaculaire, mais d'un dialogue tendu où chaque mot est pesé avec précision. Marc expose les faits tels qu'ils se sont déroulés, reconnaissant l'utilisation de la tente hypoxique et les conditions dans lesquelles Rose s'y est trouvée. Cette confession, loin de simplifier la situation, ajoute une nouvelle dimension au problème, en confirmant la transgression des règles tout en mettant en évidence l'existence du sabotage. Tessier, fidèle à son approche analytique, accueille ces révélations sans réaction excessive. Il ne cherche pas à sanctionner immédiatement, mais à comprendre l'ensemble des paramètres qui ont conduit à cet incident. Pour lui, la faute de Marc est réelle, mais elle ne suffit pas à expliquer la gravité de la situation. La présence du tuyau percé demeure un élément central, qui oriente la réflexion vers une intervention extérieure. Dans le même temps, les élèves continuent de s'interroger, cherchant à reconstituer le puzzle à partir des informations dont ils disposent. Les discussions deviennent plus structurées, moins impulsives, comme si chacun tentait désormais d'adopter une approche plus rationnelle. Les hypothèses se multiplient, mais elles convergent toutes vers une même conclusion: le sabotage ne peut être le fruit du hasard. Ferdinand, malgré lui, reste au cœur de ses réflexions. Son geste initial, qui consistait à dénoncer la tente, est désormais interprété de différentes manières. Certains y voient une simple volonté de faire respecter les règles, tandis que d'autres s'interrogent sur une possible intention plus stratégique. Cette ambiguïté le place dans une position inconfortable, où il devient à la fois suspect et observateur de la situation. Fleur et Lionel, de leur côté, tentent de retrouver un semblant de normalité dans leur révision, mais leur concentration reste fragile. L'événement a modifié leur perception de l'environnement dans lequel ils évoluent, introduisant une incertitude qui rend chaque moment plus instable. Joe et Lou, déjà en difficulté, ressentent encore plus fortement cette perturbation, confirmant que leur équilibre dépend largement de la stabilité du cadre qui les entoure. Thelma, quant à elle, observe les évolutions avec une sensibilité accrue. Son expérience récente avec le questionnaire et sa confrontation avec Alice lui permettent de percevoir plus finement les changements dans les comportements. Elle remarque les silences, les hésitations, les regards détournés, autant de signes qui traduisent une tension persistante. Alice, en tant qu'enseignante, tente de maintenir une cohérence dans le groupe, mais elle sait que la situation nécessite plus qu'un simple retour à la routine. Elle comprend que la confiance doit être reconstruite progressivement, à travers des actions concrètes et une communication plus transparente. Finalement, le moment tant attendu survient lorsque Rose reprend connaissance. Ce réveil, bien que progressif, marque un tournant décisif dans l'évolution de la situation. Les informations qu'elle est en mesure de fournir deviennent immédiatement cruciales, car elles représentent le seul lien direct avec ce qui s'est réellement passé dans la tente. Son récit, encore fragmenté, permet néanmoins d'apporter des éléments nouveaux. Elle se souvient de sensations inhabituelles, d'une difficulté à respirer plus intense que prévu, d'un malaise qui s'est installé rapidement. Ces détails, bien que partiels, confirment que les conditions à l'intérieur de la tente ne correspondaient pas à celles initialement prévues. Cette confirmation renforce l'hypothèse du sabotage, transformant définitivement l'incident en un acte volontaire plutôt qu'en un simple accident. À partir de ce moment, la recherche de responsabilité prend une dimension nouvelle, plus urgente, plus déterminante. Tessier, en intégrant ces éléments, comprend que l'Institut fait face à une situation exceptionnelle, qui nécessite une réponse adaptée. Il ne s'agit plus seulement de sanctionner une faute ou de corriger une erreur, mais de rétablir un cadre de sécurité et de confiance indispensable au fonctionnement de l'établissement. Marc, de son côté, ressent un mélange de soulagement et d'inquiétude. Le réveil de Rose confirme que son état s'améliore, mais il sait que les conséquences de l'incident restent à venir. Son rôle dans cette affaire sera inévitablement examiné, et il devra en assumer toutes les implications. Dans l'ensemble de l'Institut, une nouvelle phase commence à se dessiner. Les certitudes ont été ébranlées, les relations redéfinies, et chacun prend conscience que l'équilibre sur lequel repose leur quotidien peut être remis en cause à tout moment. Ce qui s'est produit dans la tente hypoxique ne constitue pas seulement un incident isolé, mais un point de rupture qui oblige tous les personnages à reconsidérer leurs choix, leurs motivations et leurs responsabilités. Et tandis que la vérité commence à émerger lentement, une dernière interrogation demeure, suspendue comme une ombre sur l'avenir de l'Institut. Si quelqu'un a été capable de saboter la tente pour atteindre Rose, qu'est-ce qui empêchera cette personne de recommencer, et jusqu'où ira-t-elle la prochaine fois ?